Bonjour, aujourd'hui la première partie d'un second chapitre qui fait suite à la réaction inflammatoire. Je vous rappelle qu'on a terminé cette réaction inflammatoire en parlant de la formation des cellules présentatrices d'antigènes, qui sont des cellules sentinelles modifiées qui présentent à la surface de leur membrane des molécules antigéniques. Ces CPA vont circuler dans le sang. Elles vont donc rencontrer toutes les cellules du système immunitaire. Ça sera l'objet de cette première partie, et elles vont rencontrer notamment les lymphocytes que j'ai appelés CD8, mais on peut raccourcir le nom en disant lymphocyte T8. Dans un premier temps, donc une étude documentaire que je vais vous laisser exploiter tout seul avant de faire la correction, mais d'abord parlons virus. Voilà le schéma simplifié de la structure d'un virus. Un virus de la grippe, qui présente une organisation particulière avec une enveloppe qui est constituée d'une membrane, un peu comme notre membrane plasmique, mais recouverte d'une matrice protéique que nous n'avons pas. Et par contre, plein de molécules protéiques, une multitude de protéines fixées sur cette enveloppe. À l'intérieur, on ne voit que du matériel génétique et des protéines. Le matériel génétique peut être en un ou plusieurs morceaux, et les protéines sont souvent des enzymes, comme par exemple des polymérases. Donc un schéma simple, une enveloppe, membrane plus couche protéique, des protéines d'enveloppe fixées sur cette enveloppe, à l'intérieur du matériel génétique en un ou plusieurs morceaux, qui peut être de l'ADN ou de l'ARN, et à l'intérieur aussi des enzymes, notamment des polymérases. Donc, ce qu'il faut voir d'une manière simple, c'est qu'un virus n'a pas de mitochondries, donc ne peut pas fabriquer d'énergie, n'a pas de ribosome, donc ne peut pas fabriquer ses propres protéines. Un virus, c'est une enveloppe avec du matériel génétique, c'est tout. Il est totalement incapable de se reproduire, de se multiplier. Pour ça, il est obligé de se fixer à la membrane d'une cellule eucaryote ou procaryote, la membrane d'une cellule, et il doit rentrer à l'intérieur de cette cellule de façon à détourner la machinerie cellulaire pour obliger la cellule hôte à le multiplier. Une fois multiplié, il va sortir de la cellule et infecter une autre cellule, et ainsi de suite. Donc c'est un parasite. Un parasite incapable de se reproduire, sans l'aide d'une cellule équipée de ribosomes, de mitochondries. Donc voilà pour le virus. Maintenant, je vais vous laisser travailler sur la deuxième partie, c'est-à-dire sur l'ensemble documentaire, et je vous laisse mettre en pause la vidéo maintenant afin d'exploiter les différents documents. Moi, je vais poursuivre. Voilà, le premier document concerne des cultures de cellules. En fait, on fait 6 cultures. On infecte une souris avec un virus, le virus de la chorioméningite. Au préalable, avant de l'avoir infecté, on prélève ces lymphocytes T, ces lymphocytes T8, qui sont ici, que l'on va mettre en culture. Une fois que la souris est infectée, on récupère ces lymphocytes T8 que l'on met dans différentes cultures, ici, dans 3 cultures différentes. Au préalable, on a récupéré les lymphocytes T8 de cette souris avant qu'elle soit infectée, que l'on met dans 3 cultures différentes, et chacune des 3 cultures va être confrontée soit à des cellules saines, soit à des cellules infectées par le virus de la chorioméningite, soit à des cellules de souris infectées par un autre virus. Donc ça vous fait au total 6 cultures qui sont représentées ici, donc les résultats sont présentés sous forme de tableau. Donc la présentation des résultats est faite, à vous de les exploiter, j'espère que vous l'avez fait. Ici, l'erreur serait d'exploiter case par case, de faire 6 paragraphes, c'est trop fastidieux et très répétitif. On peut faire 2 lignes, première ligne, deuxième ligne, ou 3 colonnes.
mais il y a encore plus simple, c'est à partir de ces 6 cases d'observer ce qui change. Il n'y a qu'une seule case, c'est celle-ci, où les cellules infectées sont détruites. Dans tous les autres cas, 5 autres cas, les cellules ne sont pas détruites. Donc c'est par là qu'il faut commencer. Les cellules ne sont lysées que si elles ont été infectées par le virus de la chorioméningite et qu'elles sont en présence de lymphocytes T ayant été issus de cellules infectées par le même virus. Si les cellules sont infectées par un autre virus, elles ne sont pas détruites, comme si les lymphocytes ne les avaient pas reconnues. Donc, il faut que les lymphocytes aient été en contact avec le virus pour pouvoir détruire des cellules infectées. Des lymphocytes T8 immatures, issus de cellules saines, sont incapables de détruire des cellules. Ils n'ont pas l'aptitude à détruire. Donc, un petit résumé. Les lymphocytes issus de cellules saines ne lysent aucune cellule saine ou infectée, alors que les lymphocytes T8 issus de souris infectées lisent les cellules infectées seulement. Donc, les lymphocytes T8 doivent d'abord avoir été en contact avec le virus pour pouvoir reconnaître les cellules et les détruire. Donc, on peut dire que les lymphocytes T8 avant rencontre avec un virus sont des lymphocytes inactifs, immatures. On les appellera T8. Alors que quand ils sont aptes à détruire, on les appellera des lymphocytes T cytotoxiques. Ils détruisent des cellules. Ils sont toxiques pour des cellules. Donc les lymphocytes T8 d'une souris infectée par le virus A ne lisent que les cellules infectées par le dit virus. Donc il existe une spécificité de reconnaissance. Ils sont capables de reconnaître uniquement ce virus. La deuxième étape était d'observer des cellules avant destruction et après destruction. Il y a un temps d'écart. Là, on est à T0, ici, on est à T au bout d'une heure. La cellule qui est détruite, elle est issue. Donc, c'est forcément la cellule infectée. Donc, ici, on a une cellule infectée et un lymphocyte T8. Ici, on a un lymphocyte T8 et la cellule infectée en cours de destruction. La lyse se traduit par une fragmentation complète de la cellule. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un contact entre les deux. Le lymphocyte T8 doit être en contact physique avec la cellule à détruire. Donc ça signifie que entre les deux, il doit y avoir une fixation de façon à ce que le contact soit vraiment complet, une fixation par l'intermédiaire, bien sûr, d'un récepteur. Donc on va encore parler de récepteur. Ce récepteur, ça sera un récepteur spécifique au lymphocyte T. On l'appellera le récepteur T. Donc un petit texte résumant. Donc avant la lyse cellulaire, il y a un contact physique entre les deux. La cellule cible se fragmente ensuite dans un deuxième temps, d'où la nécessité de fixation via un récepteur, le récepteur T, nécessaire avant la destruction de la cellule infectée. Je vous avais proposé un troisième document qui présente la charge virale. La charge virale diminue, bien entendu, mais au moment crucial de la diminution, on constate que les lymphocytes T cytotoxiques, donc aptes à détruire, augmentent en quantité. S'ils augmentent en quantité, ça veut dire que les cellules se multiplient. Si les cellules se multiplient, c'est qu'elles se multiplient par mitose, qui est la division cellulaire produisant des cellules toutes identiques, qu'on appelle des clones. Ces clones seront tous capables de détruire les mêmes cellules, les cellules infectées par un antigène bien spécifique. On appelle ça la phase de multiplication. C'est important puisque plus il y a de cellules capables de détruire, plus l'antigène sera détruit rapidement. Donc les cellules sentinelles différenciées en CPA, en cellules présentatrices d'antigènes, vont migrer vers les ganglions. Elles possèdent dans leur CMH l'antigène précédemment détecté.
lors de la réaction innée, lors de la réaction immunitaire innée, tout comme les cellules infectées. Les cellules infectées présentent aussi dans le CMH, elles possèdent aussi les récepteurs du CMH, elles présentent les antigènes. Les lymphocytes T8 vont pouvoir, grâce à leurs récepteurs, se fixer sur ces cellules et ensuite se multiplier afin de détruire les cellules infectées. Mais les CPA ne sont pas détruites, bien entendu. Un petit détail du récepteur T, comment il est construit. C'est un complexe moléculaire protéique. Donc là, un petit schéma que je vous ai pas fourni parce qu'il est simple à faire. La membrane plasmique, que j'ai délimitée par ces deux traits, et plantée dans la membrane plasmique, deux chaînes polypeptidiques. Donc le milieu intracellulaire, le milieu extracellulaire, avec la partie de chaînes polypeptidiques qui émergent à l'extérieur de la cellule. Ces chaînes polypeptidiques sont, on appelle ça des parties constantes. Elles sont communes, elles sont différentes, mais communes à tous les récepteurs T8. Et la partie la plus externe sera une partie variable, différente. Là, j'ai mis deux couleurs différentes parce que ces deux chaînes sont différentes, laissant un site de fixation propre à chaque molécule antigénique. Donc, le récepteur T doit reconnaître deux choses, l'antigène et le CMH. Donc, il existe une grande diversité de récepteurs T8. Ils sont différents par ces deux parties. Autant de cellules T8 différentes que de parties variables différentes. Donc c'est la phase de sélection. Cette phase de sélection sera faite par les CPA vis-à-vis des bons récepteurs T, des récepteurs complémentaires à l'antigène qu'elles présentent et à leur CMH. Donc le mot CD8 signifie qu'il existe, que je n'ai pas représenté, une autre molécule qui doit être reconnue en même temps que l'antigène. Un petit schéma qui représente le détail de des étapes. L'entrée de l'antigène dans la cellule infectée, c'est la partie infection. La multiplication de l'antigène, si c'est un virus, et la présentation des molécules antigéniques dans le CMH. Les lymphocytes T8 qui ont le bon récepteur vont se fixer à la cellule infectée, la reconnaître et se différencier en cellules cytotoxiques, aptes à détruire. Cette différenciation va se matérialiser par la production d'une molécule particulière qu'on appelle la perforine, qui va aller directement se planter dans la membrane de la cellule infectée et faire des trous, d'où le nom de perforine, faire des trous dans la membrane, qui va occasionner la fuite du cytoplasme et la fragmentation de cette membrane, de toutes les membranes d'ailleurs, et donc la lyse de la cellule. En étapes, en mots, donc une première étape, la phase de sélection, une deuxième étape, la phase de multiplication, une troisième étape, la phase de différenciation avec l'aptitude à produire la perforine, et enfin la fragmentation de la cellule, la lyse de la cellule, donc l'élimination de la cellule. Voilà les différentes étapes et nous aborderons la suite dans une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention.